Alors, a été posté, je vais masquer les membres parce qu'on n'en a pas besoin, a été posté sur le serveur Discord de TCL Icon, selon poste de Turbo David, qui était l'un des principaux administrateurs et volontaires du serveur. Quelqu'un avec qui j'ai eu des interactions toutes plus désagréables les unes que les autres, mais c'est pas le sujet. Bonjour, chers membres du Discord GoXLR. Si vous n'êtes pas au courant, malheureusement, TCL Icon ont licencié tout le staff, toute l'équipe restante du bureau canadien, qui était responsable du développement micro-logiciel, logiciel et pilote des produits GoXLR. Le thème Windows 95, faut le voir pour le croire, il est fou. Premièrement, nous aimerions rendre clair le fait que les GoXLR continueront de fonctionner normalement comme tenu sur la version actuelle de l'application. Et que vous pourrez toujours obtenir du support officiel à travers le portail d'assistance Music Tribe de ce qu'on sait, de ce qu'ils savaient à ce moment-là. Il n'y a à partir de maintenant plus aucun membre de TCL Icon qui font partie du serveur Discord. Donc c'est officiellement un serveur Discord maintenu par la communauté. Avant que l'équipe parte, ils ont fourni la dernière mise à jour qui est dans le canal bêta public, donc qui propose la logique des deux mix, des mix A et mix B, exactement comme ce qu'on a sur la Connectis, et le proposé à sa sortie. On nous a dit que le support pourrait bouger, pourrait être déplacé vers une autre équipe TCL Icon, mais on n'a rien entendu de neuf depuis que les autres ont été licenciés. Cette nouvelle était inattendue et les administrateurs, en gros, ont décidé de faire une publication à propos des doutes sur l'avenir de ces périphériques dans le futur. Nous avons essayé de vous aider avec des problèmes, mais c'est basiquement un travail à plein temps pour aider, pour assister les plus de 30 000 membres de ce serveur Discord. Et nous n'avons pas les droits administrateurs complets sur ce serveur. Mais nous avons suffisamment d'accès pour continuer à le faire tourner en attendant. Vous vous demandez probablement pourquoi est-ce qu'on fait un post si rien ne change. Eh bien, c'est pas le cas. L'application Linux GoXLR, le développeur de l'application GoXLR pour Linux a travaillé très étroitement avec l'équipe officielle de TCL Icon, GoXLR derrière les rideaux. Et il a eu suffisamment d'informations pour développer une application entièrement fonctionnelle. Cette application, elle s'appelle GoXLR Utility et peut être trouvée sur le lien qui est en GitHub. C'est une application autonome open source qui a tout, si ce n'est plus, que les capacités et les fonctionnalités de l'application GoXLR actuelle. Et ça marchera non seulement avec Windows, mais aussi avec macOS et Linux. Comme l'application GoXLR Utility est open source, ça veut dire que, bien évidemment, la communauté pourra ajouter des fonctionnalités, les fonctionnalités qu'il désire voir. Et ça veut également dire que le support, l'assistance sera géré par la communauté et non par des employés qui font tourner la boutique. Une fois de plus, nous ne savons pas si ce serveur continuera à exister parce que nous ne connaissons pas et nous ne possédons pas le compte Discord TCL Icon Gaming qui a créé celui-ci. Il est entièrement possible que Music Tribe pourrait le supprimer. Certains d'entre nous vont continuer à supporter l'application GoXLR héritée ici, mais le sujet principal sera le nouvel outil. Nous avons fait un bon travail pour fournir des aides, de l'aide et une foire aux questions pour résoudre la plupart des problèmes qui viendront avec la GoXLR. Plus d'informations sera à suivre. Nous fournirons plus d'informations quand nous en saurons plus.
Dans l'immédiat, nous avons mis le général en mode lent parce que nous imaginons que les choses vont péter un plomb, hein, vont devenir bordéliques pour les prochaines semaines, jusqu'à ce que nous répondions aux différentes questions. Donc voilà le communiqué non officiel, qui est le premier qu'on a vu il y a 5 jours de la part donc, des administrateurs du serveur Discord plus que de Tessilicon eux-mêmes. Et donc est sorti il y a 4 jours, cette fois-ci, ce communiqué de la part de Tessilicon, qui est d'ailleurs très comique parce que c'est censé être un thread, mais en fait ils ont fait des tweets séparés, donc c'est très chiant à lire. Bonjour à tous, nous avons lu vos messages et nous comprenons vos inquiétudes. Nous espérons que ce message pourra éclairer la situation actuelle et répondre à la plupart de vos questions importantes, prioritaires. Notre bureau canadien est effectivement fermé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tweet suivant, c'est pratique. Premièrement, toutes les couvertures de garantie vont continuer sous la tutelle de Music Tribe. La seule différence étant du coup le nom. C'est que je pense que ça concerne principalement les gens qui sont du coup en Amérique du Nord, qui je pense étaient mis en relation directement avec Tessilicon, avec le bureau canadien. Bon, ici en France, je pense qu'on était mis en relation directement avec Music Tribe. Mais voilà, le nom change. C'est pas directement Tessilicon qui sera responsable du maintien de garantie, mais Music Tribe qui est la grosse ombrelle qui contient Tessilicon, Clark Technic, Midas, Behringer et j'en passe. Le soutien et la couverture de garantie restent la même. Deuxièmement, le serveur Discord restera ouvert. Alors, pas forcément très clair sur comment les choses vont être gérées, mais ça restera ouvert. Dernièrement, nos produits gaming vont continuer. J'aurai quelques commentaires à faire là-dessus, mais dans l'immédiat, je vous fais juste la traduction. Nous avons décidé que la meilleure façon de faire est de vous fournir les meilleurs produits que nous puissions créer, la meilleure qualité de produit que nous puissions créer, et nous vous tiendrons au courant quand nous en sortirons d'autres. Ça pourrait laisser entendre d'autres produits qui descendent dans les rouleaux. La chose qui est certaine et qui le restera, c'est notre dédication, notre dévotion à vous, nos splendides fans, supporters de la première heure. Merci de tenir la route, de tenir avec nous le temps que nous affinions les détails. Merci de la part de nous tous chez Tessilicon et Music Tribe. Donc voilà le communiqué officiel de Tessilicon Gaming. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas d'informations dans ces tweets sur l'utilitaire open source. Ça, c'est quelque chose que vous ne choperez que si vous allez faire vos petites recherches sur le serveur Discord. Un petit peu bizarre. Et si on va sur les pages produits de la GoXLR, à l'heure actuelle, dans les liens logiciels, on n'a pas de lien vers le GitHub du GoXLR Utility. On a seulement l'application et l'application en chinois, qui sont les versions abandonnées à partir de maintenant. Un petit peu d'éclairage là-dessus et quelques impressions avant de poursuivre. Premièrement, Tessilicon abandonne donc le développement logiciel de leurs produits. Gaming. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça sous-entend? Premièrement, que les GoXLR ne sont pas mortes, dans le sens où ça ne va pas être des produits abandonnés. Ils vont continuer à être vendus. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, une belle barbarie parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément se rendre compte sur le long terme du bourbier dans lequel ils se mettent. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je désapprouve particulièrement, le fait de continuer à vendre un produit qui est concrètement abandonné, ou alors de tout bêtement ne pas en faire mention sur les pages produits. Parce que là, avoir les pages produits, c'est comme si de rien n'était. Mais surtout, va continuer à y avoir le SAV. Alors, pour combien de temps, ça, il y a un gros point d'interrogation là-dessus, mais va continuer à y avoir le support
matériel qu'il y avait auparavant. Donc dans l'absolu, les Go XLR ne sont pas mortes. Du jour au lendemain, elles ne vont pas disparaître du marché. Ça leur ferait trop d'argent, trop de manque à gagner, j'imagine. Mais surtout, si jamais vous avez un problème d'ordre matériel, vous aurez toujours le support nécessaire. Également, en l'état, l'application, l'utilitaire Go XLR et la bêta ou publique ou ouverte qui existe actuellement vont permettre de maintenir l'outil logiciellement. Mais, il y a un mais, ça c'est jusqu'à une mise à jour logicielle de Windows qui fout en l'air la compatibilité des drivers, qui est déjà arrivé des fois précédentes, ou une grosse révolution de Windows, genre Windows 12 qui change complètement la façon dont les pilotes et le matériel interagissent avec le logiciel. Donc, l'avenir reste trouble. Il n'est pas noir, il n'est pas 100% obscur, mais il est trouble. Et c'est quelque chose d'important, ça. Parce que la façon dont la chose est mise en avant, et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas abordé officiellement par Tessélicon, dont le support logiciel va être assuré, est très barbare. Je m'explique. Le Go XLR Utility, il existe depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. C'est un projet qui est en développement depuis plusieurs années et le créateur de ce projet-là n'a pas attendu l'abandon par Tessélicon de ces produits-là pour mettre le nez dans le cambouis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc le développeur, pour le nommer, là c'est parce que je suis en mode streamer que ça ne met pas les noms complets, il s'appelle Frosty Cool Slug. À la base, son projet, il n'est pas là pour assurer le décès et le dédain de Tessélicon pour la gamme des Go XLR. L'idée, et le repository s'appelle comme ça d'ailleurs, le projet s'appelle comme ça, Go XLR for Linux. L'objectif, c'était juste d'avoir un logiciel analogue à la proposition qu'il y avait sur Windows officielle par Tessélicon pour utiliser les Go XLR sur Linux et macOS. C'est tout. De par leur architecture beaucoup plus ouverte, macOS, pas tant que ça, mais c'est quand même plus simple de faire fonctionner les périphériques audio grâce à Core Audio. Il y a juste à initialiser la Go XLR et ça peut être fait relativement aisément. Enfin, ça demandait du taf, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne demande pas de bidouille logicielle, genre désactiver le SIP et compagnie. Et Linux, et bah, la plateforme logicielle la plus ouverte qu'on puisse connaître. Mais cette notion-là, elle est importante. C'est que le développement driver qui a été fait pour faire fonctionner les Go XLR sur Linux et sur macOS ne vaut pas sur Windows. Ça sous-entend que le Go XLR Utility, qui va donc être le remplaçant, le bien-aimé, le bienvenu, l'oracle, un sauveur des Go XLR de plein de monde lors de l'abandon par TC, n'intègre pas les pilotes, les drivers. Sont quand même la part primordiale de tout ça, parce que l'objectif, c'est quand même d'assurer que la Go XLR soit reconnue par l'ordi. C'est la partie logicielle qui s'assure que la Go XLR soit reconnue par l'ordinateur, qu'elle soit initialisée, que ses périphériques audio soient déclarés au système. S'il n'y a pas cette pièce du puzzle, le Go XLR Utility comme l'application Go XLR ne servent à rien. Et cette pièce du puzzle, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas open source. Tessélicon la garde bien pour eux. D'un côté, c'est cohérent parce que la façon dont les drivers se font sur Windows, et c'est un petit peu la même chose sur macOS, mais macOS c'est un gros spectre beaucoup plus compliqué déjà parce qu'il y en a moins besoin, mais aussi parce que leur usage est très spécifique. Mais sur Windows, comme sur la plupart des systèmes d'exploitation fermés, pour développer des pilotes et les livrer à des utilisateurs finaux, il faut que les drivers soient signés par une autorité de confiance. Par exemple, les Microsoft Hardware Quality Labs, les MHQL. Vous avez peut-être déjà entendu cette abréviation-là.
c'est cher de faire valider des drivers. Il faut payer une licence annuelle qui est très coûteuse pour faire signer ces pilotes. Si vos pilotes ne sont pas signés, l'utilisateur final ne va pas pouvoir les installer de base sur Windows. Il y a encore quelques années, c'était possible tout en étant un peu barbare. Il fallait aller dans le menu F8 au démarrage de Windows. Maintenant, il faut faire des tours et des détours pour désactiver les signatures, pour désactiver la signature obligatoire des pilotes. Deuxième chose, c'est que les pilotes qu'utilisent Tesselicon, qu'utilisent Behringer, qu'utilisent Midas, qu'utilisent Clark Technic, qu'utilisent plein de fabricants, ça inclut Elgato, Lewitt, Focusrite, qui mettent leur petite surcouche dessus, qui est d'ailleurs le nerf de la guerre et ce qui fait qu'il y a des soucis, utilisent la base de pilote de chez Tesicon, qui elle aussi est payante et en source fermée. Donc les drivers ne peuvent pas être rendus open source. De par cette courbe descendante du c'est en source fermée, ça coûte de l'argent de les valider, machin, truc bidule, il y a de l'information secrète dedans. Ça se défend, ça se comprend. Mais cet abandon par TC, ça sous-entend que s'il y a une cassure des pilotes, sauf s'ils ont la bonté de se bouger le cul, votre Go XLR est une brique. Et il y a peu de chances que ça arrive du jour au lendemain. Mais imaginons une grosse révision logicielle comme ça a été déjà fait sur Windows 10 par exemple avec la 20H1, 20H2 et compagnie et qu'on a eu là avec la 21H1 et je crois 21H2 sur Windows 11. On n'est pas à l'abri d'une grosse emmerde. Cha-la-la-la-la-la. Bon bref. Bonsoir Jade. Cascade de propriété, exactement. Donc c'est caca. Et c'est plutôt inquiétant. La deuxième chose, c'est que bien qu'une fois de plus l'utilitaire soit ouvert, enfin pas l'utilitaire officiel, mais la copie de l'utilitaire, la version open source de l'utilitaire, la version FineMade de l'utilitaire soit ouverte, le firmware, le micro-logiciel, qui fait tourner en interne la Go XLR, n'est pas ouvert non plus. Une fois de plus, ça se défend. Parce qu'il y a du code propriétaire de la part des fabricants des différentes puces FPGA, DSP et MCU qui sont à l'intérieur de la bête. Mais en plus, derrière, il y a le code de TC qui est protégé et dans lequel il y a l'algorithme de leurs effets, comment se comporte leur égaliseur, comment se comporte leur compresseur. Et j'ose imaginer qu'il y a une part de ces effets qui sont partagés avec d'autres produits. Parce que Tesselicon, à la base, font aussi des processeurs d'effets pour de la voix, par exemple, et pour des instruments. Donc, c'est des choses qui ne sont pas faites pour être partagées, ou en tout cas qui ne vont pas vouloir partager de sitôt. La seule manière d'actualiser le produit et donc de corriger d'éventuels bugs et de rajouter des fonctionnalités, ce serait de faire de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire de récupérer les fichiers de micro-logiciels et de les désassembler tant bien que mal pour en obtenir quelque chose, une version de travail. Mais il est possible que ces micro-logiciels soient chiffrés, de 1, et de 2, ça reste une zone très grise, légalement parlant. Et je suis pas sûr que Tesselicon soit très d'accord, parce que connaissant le patron de Behringer et donc de Music Tribe, Uli Behringer, et sa manière de faire qui est très peu client de la critique, très susceptible, et malgré sa tendance à récupérer et à copier la propriété intellectuelle de pas mal de monde, avoir tendance à être très peu transigeant quand les autres font la même chose, ça pourrait se finir en bataille juridique et je pense que personne n'a envie de mettre le nez là-dedans. Donc en gros, c'est pas la fin du monde pour les Go XLR, mais c'est franchement la grosse sauce. Et bien entendu, il n'y a pas de mention de ça sur les pages produits. Et bien entendu, les prix restent identiques. 369 € pour la Go XLR standard. Bon, c'est bien, on est revenu au prix d'avant-crise. Parce que pendant un temps, elle était montée à 400 balles. On était revenu au prix de sortie, limite. Et la Go XLR Mini, une fois de plus, pas de mention. Et 198 €. Elle est toujours plus chère qu'avant-crise. Elle était à 179 pendant un temps.
Ah là là. Drôle d'histoire. Donc parlons-en un petit peu de cet utilitaire de configuration. Donc celui-ci est en développement par Frosty Cool Slug, j'ai dit depuis le début. Et alors, chose amusante et absolument anecdotique, dedans on a donc Thomas Louvigné, qui est probablement un Français, mais aussi Nathan Adams, qui s'appelle autrement Dinnerbone. Alors si j'ai les cheveux qui flottent, c'est pas parce que je suis beau et sexy, c'est juste parce que j'ai un ventilateur. Mais il fait chaud. Mais voilà, Dinnerbone, que vous connaissez peut-être notamment parce qu'il était développeur chez Mojang et qu'il a contribué à la création de Minecraft. C'est juste, le monde est petit. Donc cet utilitaire de configuration dont l'objectif à la base était purement et simplement, vous le voyez dans le nom du projet, de faire fonctionner la GoXLR sur Linux et qui se retrouve maintenant à faire les trois, Linux, macOS et Windows. Et qui permet donc contrôle total sur les GoXLR et les GoXLR Mini, comme l'application officielle. Compatibilité avec les profils qui sont créés par l'application officielle. Chose très intéressante et que ne propose pas l'application de base et qui va pour le coup être une évolution. Une interface utilisateur qui est accessible, mais pas dans le sens... On peut y accéder dans le sens accessibilité. Tous les textes et les contrôles sont lisibles par les technologies assistives, donc les lecteurs d'écran, les convertisseurs en braille, etc. Les textes sont lisibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas une application en tant que telle, c'est une page web. Vous avez un applet, un serveur qui tourne, et l'interface utilisateur, en fait, tourne sur un navigateur. Vous ouvrez une page web. Et donc, tous les textes, étant donné que c'est de l'HTML et du CSS, peuvent être lus comme n'importe quel texte sur une page web standard. Donc, c'est pratique pour tout ce qui est accessibilité et l'application de base ne le permettait pas. Et de par le fait qu'on est sur une page web, c'est accessible depuis d'autres ordinateurs dans votre réseau local. Ça ouvre à des choses plutôt sympas. Parce que ça pourrait dire par exemple que vous pouvez ouvrir l'application web sur un autre ordinateur et avoir tous les autres faders que vous n'avez pas d'accessible sur la surface physique de votre GoXLR sous la main, avec par exemple une tablette ou un smartphone. Il y a des choses qui s'ouvrent. Un pré-buffer pour les samples qui permet de faire un enregistrement en continu en fait de l'audio qui part dans le sampler pour en faire un pré-roll et donc enregistrer une partie du son avant même que vous appuyez sur le bouton enregistrer, quelque chose qui n'est pas possible sur l'application de base. Des actions que vous pouvez programmer quand vous quittez l'utilitaire, la page web, pour enregistrer automatiquement des profils ou charger automatiquement des profils, par exemple pour la mettre en veille, etc., comme le peut faire l'application native mais avec plus de possibilités. Support de plusieurs GoXLR en simultané, chose que ne propose pas l'appli de base. Donc vous pouvez avoir plusieurs GoXLR de brancher sur votre machine en même temps. Et la chose très stylée, utilisation en invite de commande. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier avec une application et qui veulent automatiser la chose, vous pouvez contrôler tout ça en invite de commande. Vous pouvez faire des raccourcis de shell et des scripts batch pour faire des actions préprogrammées, préconçues, et une API qui permet le contrôle total de la GoXLR. Son routing, c'est niveau. J'ai des étoiles dans les yeux parce que c'est un truc de merde, mais c'est un truc que n'ont jamais fait ces trous de balles chez TC. Et pourtant, les gens leur ont dit, soit vous nous mettez des paginations sur la GoXLR, vous nous permettez de détourner des boutons, vous nous foutez des actions sur l'appli, sur le plugin Stream Deck pour changer de page, soit vous nous ouvrez véritablement le WebSocket pour que le plugin Stream Deck serve véritablement à quelque chose à part changer la grille de routing. Ils l'ont jamais fait. Ils ont toujours trouvé des vieilles excuses de merde. Et la blague, c'est que c'est pas eux. C'est genre Turbo David qui est censé être juste un mec qui débarque de nulle part, qui n'a aucun lien avec la boîte, qui est juste là pour rendre service.
tout le temps à faire des vieilles excuses. Enfin, en fait, systématiquement, dans les échanges que j'avais eus avec le staff sur le serveur GoXLR, c'était « Ah ouais, c'est intéressant l'idée que tu as proposée, mais je vais t'expliquer pourquoi on va pas le faire et pourquoi tu devrais t'en passer. » Là, il n'y a plus de souci, c'est une vraie évolution. Véritable API, possibilité de commande depuis une autre machine via un navigateur, via une invite de commande, API, il y a pas mal de choses à faire et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, comment ça se présente physiquement? Eh bien, cette tête-là, comme vous pouvez le voir, c'est peu ou prou un clone de l'application officielle de chez TC, avec un onglet pour les profils, un onglet pour les samples, un onglet pour les presets, une police d'écriture que certains trouveront plus moche, mais que moi je qualifierais de bien plus lisible. L'utilisation de police, notamment monospace, ça rend la chose tellement plus facile à lire que leur texte plus pseudo-futuré sur l'application officielle. Non, je te jure, il fonctionne vraiment comme ça et je trouve ça à gerber. Et donc avec les onglets auxquels vous êtes habitués, micro, mélangeur, configuration, effet, sampler, éclairage, routing et système. Et donc compatibilité avec les submix. Pas besoin d'installer l'application en bêta, j'ai envie de vous dire. Et donc un affichage de à quoi ressemble votre GoXLR. Avec les réglages d'éclairage que vous en faites. On va lire vite fait la roadmap. Parce que donc dans les choses qui fonctionnent actuellement, donc l'initialisation des périphériques sur Linux, le support cross-platform, le support de multiples appareils, la gestion des profils micro et des profils principaux qui sont distincts comme sur l'application de base, un support cross-platform des profils, c'est-à-dire entre Windows, macOS, Linux et entre l'application tierce et l'ex-application officielle, sélection du type de micro et gain, assignation des faders, comportement des boutons mute, comportement du bouton cough, donc pour tousser, volume du bip, noise gate et compresseur, égaliseur, ajustement précis de l'égaliseur, donc pour sélectionner la fréquence de chaque bande, routing, effet de voix, configuration de l'éclairage, support du sampler, des scribbles qui sont donc les petits écrans, animation de l'éclairage et donc support de la bêta des submix qui restera donc je pense éternellement en bêta. Dans les fonctionnalités de l'utilitaire, donc on a une API complète pour la configuration de la GoXLR, la capacité de charger seulement l'éclairage d'un profil et pas forcément tout. Donc ça c'est vraiment bien. Un temps de maintien personnalisé sur les boutons mute. Le pré-buffer. Une action réglable pour quand vous quittez l'utilitaire. Et des options d'accessibilité pour la rendre complètement accessible et d'avoir le text-to-speech sur les boutons. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous lit à haute voix la fonctionnalité du bouton. Et donc un logging, une tenue des logs pour la résolution de problèmes. Donc à l'heure actuelle, quasiment toutes les fonctionnalités de la GoXLR qu'on retrouvait sur l'application officielle sont supportées avec quelques petites additions supplémentaires. Donc on verra ce que fera la communauté de ces capacités supplémentaires, mais pour le coup, c'est une application vraiment plus riche que celle de base. Et c'est fait par un mec dont c'est pas le boulot à la base. Et qui bosse absolument pas chez TC. Vous savez, ça me rappelle un petit peu la situation avec la SNCF par rapport aux affichages en gare. Il y a des moments, parfois, tu te dis, putain, c'est dingue quand même qu'il y ait des gens tout seuls dans leur slip, qui fassent mieux leur travail que des gens dont c'est le métier. Et parfois, ils sont même plusieurs. Ouais. Donc voilà la situation actuelle des TC Lycon GoXLR. Avant de poursuivre, petit moment de pause, avez-vous des questions? Ouais. Oui, puis surtout, le maintien, il va se faire de manière incomplète.
Donc voilà, c'est petite instance pause avant d'enchaîner sur les alternatives. Avez-vous des questions ou tout bêtement, désirez-vous partager un petit peu vos impressions sur la situation? Est-ce que vous possédez une Go XLR? Qu'est-ce que vous pensez faire à partir de maintenant? À quoi ça ressemble de votre côté, en fait, tout bêtement, cette histoire? Je vous écoute. Enfin, je vous lis. Depuis la révolution avec Raspberry Pi, on est dans les API open sur le hardware. Bah, pas TC de base, j'ai envie de dire. Là, chez TC, rien n'était ouvert. Frosty Cool Slug a eu du bol d'avoir un coup de main des développeurs canadiens, probablement parce que je pense qu'ils sentaient le manque d'intérêt de la part de TC pour l'évolution du produit. Ils devaient sentir que c'était la fin des haricots, que sur la roadmap, il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'ils avaient des informations qu'on n'avait pas bien avant nous. Et donc, ils ont lâché pas mal d'informations et de comment dire... de comment dire... Je vais pas dire de code, mais de bride de bride de contenu, je pense, interne sur comment fonctionnait la machine pour qu'il y ait le développement de cette application alternative qui avance. J'ai jamais été fan des Go XLR. En plus, je les trouve pas belles avec leur revêtement piano qui prend la poussière comme pas possible. J'ai une Roland Bridgecast et j'ai jamais eu de soucis. Ah, tu utilises une Roland Bridgecast? Putain. Très belle machine. Et on va en parler tout à l'heure. J'avais été très très surpris des efforts qu'ont mis Roland. Je suis déçu qu'il n'y ait pas des masses de couverture de presse de cet outil-là. Je vais leur envoyer un mail tôt ou tard. Je vais attendre de désengorger toutes mes présentations de matos avant de les contacter. Mais très très belle machine. Dégoûté par l'offre propriétaire calamiteuse, je commence à avoir une plateforme DMX opérationnelle open mécanique. Très sonus à Yo 44. On va en parler aussi. Alors, on va peser le pour et le contre de toutes ces alternatives-là. Et du coup, bienvenue à toi. Bonsoir. Je ne sais pas si tu débarques en cours de route, si tu viens tout juste d'arriver ou si tu as écouté sagement ce que j'ai dit jusqu'ici. Ouais, c'est vraiment bien. Merci du follow en tout cas. Perso, j'ai une Wave XLR. On va en parler aussi. On va peser le pour et le contre de toutes les alternatives qu'il y a actuellement. Mais continuez à écrire ce que vous en pensez. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de les voir et puis de discuter avec vous. Mais pour vous partager pendant ce temps-là ma vision des choses, je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé parce que je suis premièrement très attristé de l'abandon de ces produits-là. Parce que mine de rien, les Go XLR, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Elles sont sorties il y a 4 ans, 5 ans bientôt. Et ça a été une vraie révolution, ces machines-là. Ça serait hypocrite de dire le contraire. Ça a été des vrais gros, enfin des vrais coups de pied dans la fourmilière, ces outils-là. Là, ça a été le premier geste de vraie considération de la part d'une entreprise pour les créateurs de contenu et particulièrement les streamers. Jusqu'ici, on essayait de se démerder avec des outils qui n'étaient pas forcément adaptés aux besoins ou alors qui ne disposaient pas de toutes les fonctionnalités. Pour être totalement franc, avant la sortie des Go XLR, c'était des Yamaha G03, des Yamaha G06 et des grosses tables de mixage analogiques, dont rares étaient celles qui proposaient plusieurs entrées audio, plusieurs arrivées audio logicielles. La plupart du temps, c'était une simple interface audio USB intégrée 2x2, donc stéréo aller-retour, avec peu d'options de routing, peu de flexibilité et basta. La plupart des gens achetaient une grosse console de mix analogique et une interface audio avec plein d'entrées-sorties et câblée en analo. C'était chiant au possible. Et quant aux options numériques, qui étaient donc Yamaha G03, Yamaha G06, c'est toujours le problème maintenant et ça me donne envie de les étrangler. Malgré une belle qualité de fabrication, malgré une reverb sympathique, malgré un compresseur et un égaliseur de qualité, pas de noise gate, pas d'expander, va bien te faire foutre. C'est toujours le cas aujourd'hui avec les Mark II qui sont sortis il y a 1 an. Donc voilà, autant dire que les options étaient éparses
Et ça a fait du bien de voir ces outils-là sortir. Clairement imparfait, hein. Traitement pas forcément dingo. Un EQ qui au départ ne proposait pas le fine-tune et qui donc était très limité. Des options de réglage aisées qui étaient très incomplètes. Un DSR qui reste mauvais, hein, sur la version complète. Un traitement au rabais sur la version mini. Pas de possibilité de pagination des faders, une fabrication entièrement en plastique, des soucis de fiabilité notamment sur les faders et sur les écrans. Ça a eu quelques instabilités logicielles et quelques soucis au lancement, bien évidemment, comme n'importe quel produit, mais ça a bien évolué et c'est resté sur le devant de la scène parce que c'était vraiment un outil qui regroupait plein de choses, quoi. La plupart des gens, c'était 286, enfin c'était CL1 ou Fathead pour préamplifier le micro. Et puis ça allait dans un DBX 286S. Et puis ça rentrait dans une Yamaha AG, ou alors une Scarlett, ou alors un mélangeur analo, un type Xenix, ou table Soundcraft, ou table Allen & Heath, ou je sais pas quoi. Et puis ensuite ça rentrait dans une interface audio avec plein d'entrées-sorties. Enfin, c'était un foutoir monstre. Et en plus, fallait rajouter un multi-effet ou alors un VT3 de chez Roland pour avoir de la modification de voix. Bref, là, on avait un truc qui faisait mélangeur audio avec plein d'arrivées et de départs logiciels, la possibilité d'y brancher une console, parce que ça, j'en ai même pas parlé, hein, tellement c'était un bordel. Des effets de voix, un préampli puissant de base, une palette de traitement correcte d'emblée, et la possibilité de récupérer tout ça soit en complet, soit en séparé sur Windows. Mais putain, mais le rêve, quoi. Le rêve. Et franchement, ça s'est resté un outil sur le devant de la scène pendant très longtemps. Je veux dire, si je vais chercher mes statistiques sur la plateforme affiliée de Thomann, j'ai même pas les bons chiffres. Parce que j'ai commencé à recommander des Go XLR avant même que je devienne affilié Premium. Donc, j'avais pas encore le suivi de tous les produits que je vendais. J'avais juste des chiffres. Mais là, à l'heure actuelle où je vous parle, des Go XLR, j'en ai fait vendre 94 depuis début 2020. Début 2021, il me semble. Début 2021. Et des Go XLR Mini, 40. 95 Go XLR. 96, 97, 98, 99, 80, 80... 101 Go XLR au total. 102 Go XLR au total. Plus celle que j'avais vendue en amont. Donc on peut autant dire que j'en ai vendu 130 minimum. Et les Go XLR Mini, 42. La réponse à la vie. Ça a été des outils que j'ai fréquemment recommandés, quoi. Parce que c'était pas parfait. Ça cochait pas toutes les cases avec brio. Mais ça les cochait, putain. Et c'est ça l'emmerde et c'est ça la principale frustration, c'est que c'est toujours les seuls à en cocher autant. Parce que cite-moi une machine qui a contrôle physique, effet, avec réglage rapidement accessible, traitement, 6 allers-retours logiciels, il me semble, voire plus, une entrée pour accueillir une console, une entrée pour accueillir un second PC, une sortie, prise micro-casque. Il faut leur ramer un. Du RGB. C'est... Il n'y a rien qui coche toutes ces cases. Et c'est frustrant. Pour plein de raisons. Hein. Premièrement, le fait que ils nous ont abandonnés comme des pauvres merdes. Alors peut-être que sortira un autre produit, mais j'avoue que je vais avoir du mal à prêter une totale et aveugle confiance à ATC, vu le coup un peu barbare qu'ils viennent de faire. Et surtout, de l'autre côté, c'est agaçant à quel point on prend les créateurs de contenu pour des guignols, en fait.
Parce que je vais vous montrer les alternatives dans quelques instants, mais il n'y en a aucune qui répondent véritablement à tous nos besoins. Et ça, c'est juste, ça me dépasse. Et je comprends pas comment ni pourquoi. Parce que, enfin, j'en faire une vidéo tôt ou tard, hein, mais le cahier des charges, il est pas compliqué. Hein. Bref, de retour à vous lire. C'est quand la review sur le 1040 de Lewitt je sais pas, jamais. Enfin, si t'as envie, tu tags Bertrand Allôme sur Twitter ou Insta et tu lui demandes. Tu lui demandes si je peux l'avoir, mais je suis pas sûr qu'il accepte. Pour le coup, je ne suis pas surpris de la direction prise par T-Silicon. Ça commençait quand même à faire un moment que ça pendait au nez de la botte. Ouais, mais de l'autre côté, je comprends pas pourquoi, tu vois, parce que ça s'est vendu, ça se vend toujours très bien, quoi. Il y a quelques jours, c'était toujours sur le devant de la scène, la Go XLR. Moi, je considère pas que c'est un produit qui a été abandonné par le public. Parce que c'est toujours l'option avec, enfin, l'option la plus complète. Pas la plus qualitative, mais la plus complète. Roland Bridgecast et Lewitt Connexis sont bons et sont une bonne alternative. C'est pas les seuls. Mais oui, ce sont des bons outils et je vais en parler. La X310, c'était enterré dès la naissance. Hein. Franchement. Plage de gain pas terrible. Idée de faire plein de choses et qui en fait les a faites mal. Du côté effet... abandon de la part de la marque pour le développement logiciel. La dernière mise à jour date de 2021. Je ne l'ai même pas mis dans la liste tellement c'est une blague, quoi. Début 2024, tu vas faire vendre 172 alternatives à ces mêmes personnes. Je pense même pas. Hein. Le truc qui s'en rapproche le plus pour moi, le Zoom Livetrack. Je suis pas de cet avis. Parce que c'est pas du tout la même ergonomie. C'est vraiment pas le même type de bestiaux et c'est pas fait pour cet usage. Parlons-en justement des alternatives, sauf si vous avez encore des questions à poser ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ma caméra est débulée, il faudra que je la remette droite avant de filmer demain. Bon, eh bien j'en déduis que c'est bon. Alors, j'ai pas forcément... Enfin, j'ai non seulement fait par ordre de prix, mais surtout par type. Parce qu'en fait, on va catégoriser les choses. Comme je vous l'ai dit, les Go XLR étaient les plus complètes du catalogue. Pas forcément les meilleures, mais les plus complètes. Alors, on va aller par catégorie. Et on va commencer premièrement par le format interface audio. C'est pas à l'ordre du jour, pas avant septembre en tout cas. Parce que là, j'ai mon planning de vidéo qui est complet. Ça sera disponible hors diffusion. Je vais récupérer probablement une partie pour le mettre en short ou quoi et inviter les gens à aller voir la rediff, mais je vais pas avoir le temps de tourner une 5e vidéo en 15 jours. Déjà que la 4 vidéos, ça va être sportif, je risque de sortir bien rincé pour tout ça. Je risque de sortir bien rincé de ma semaine pour ensuite enquiller sur le boulot derrière pendant un mois non-stop. Ça va être violent. Bref. On va commencer premièrement par les formats interface audio qui sont donc dénués de contrôle physique. Oui, bien sûr, oui, la VOD va rester, elle va être mise en temps fort, donc elle disparaîtra pas. Pas de panique. Donc on va commencer avec les formats interface audio, qui ne disposent donc pas, c'est évident, de tout le contrôle physique qu'on retrouvait sur la Go XLR, mais qui vont proposer du traitement et du mixage à travers un panneau logiciel et potentiellement des voies de commande depuis des applications ou des panneaux de contrôle physique alternatifs. On a premièrement donc les Presonus Revelator, la IO24 qui a 2 entrées XLR et du côté arrière sortie enceinte et sortie casque qui sont partiellement dissociables, c'est un petit peu barbare. Ça se branche en USB-C, donc vous avez du MIDI. Vous pouvez pas brancher de second PC, vous pouvez pas brancher de console. Traitement, vous avez... je sais plus si je l'ai encore d'installer Universal Control. De toute manière, ça va pas me servir à grand chose vu que j'ai plus de révélateur de brancher. Mais vous avez du traitement qui est relativement complet et vraiment de qualité. Je vais aller vous chercher la page sur le site de Presonus, ça sera plus simple. Vous avez Expander Gate au choix, égaliseur paramétrique 4 bandes, plus un coupe-bas, donc ça vous fait 5 bandes au total. Vous avez compresseur et vous avez un limiteur. Donc voilà comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez filtre coupe-bas, gate, compresseur, égaliseur, limiteur.
Donc chose intéressante, en fait, vous avez des émulations de différents types de compresseurs et d'égaliseurs. Donc ça permet de donner une couleur particulière à votre signal, à votre traitement. Donc voilà. C'est plutôt puissant. Mais c'est pas parfait et je le maintiens toujours. Ça n'a pas une patate de tous les diables du côté des entrées. Les 60 dB de gain arrivent vite à terme et sont bruyants. Donc pour des appareils, pour des micros qui sont demandeurs en gain, c'est préampli inline oblige et de qualité, s'il vous plaît. Allez pas prendre un truc Clark Technique à 40 balles parce que ça va pas vous aider. Il faut vraiment réduire le niveau de bruit de cette bestiole-là. Moi, je m'en étais sorti parce que je sais parler dans un micro, mais visiblement, c'est pas le cas de plein de gens. Je dis pas ça juste par plaisir d'être méprisant. C'est que sans déconner, le nombre de gens qui ont acheté des IO et qui se sont retrouvés avec des fatheads alors que moi, dans mes tests, ça sortait comme il faut, c'est étonnant. À croire que j'ai un SM7B surboosté ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Et donc, vous avez donc, depuis le logiciel de contrôle qui est pas du tout illustré sur leur nouvelle page, c'est une calamité. Vous avez des effets. C'est pas multi-effet, hein, vous en avez seulement un au choix. Mais voilà, vous avez des effets de voix, vous avez du traitement et vous avez du mixage où en fait vous avez 3 mix, votre mix d'écoute, un mix A et un mix B. Et vous pouvez donc vous servir librement des mix A et mix B que vous pouvez lier ou non au mix principal. Voilà, mainstream mix A et stream mix B que vous pouvez lier ou non et que vous pouvez mettre en mono ou en stéréo. Sur lequel vous pouvez gérer le niveau de vos deux entrées distinctement ou en faire une paire stéréo. Et 3 arrivées logicielles plus un bus de réverbération. Pour 139 €, c'est absolument imbattable, ça demeure. Mais il manque des choses. Typiquement, vous n'avez pas des masses de contrôle physique. Vous pouvez faire des pré-réglages pour chaque tranche. En fait, vous en avez 2. Donc, vous pouvez par exemple faire seulement voix traitée et voix avec un effet. Et ça, vous pouvez le faire sur les 2 tranches. Ou alors, micro allumé, micro coupé, parce qu'il n'y a pas de mute. Il n'y a pas de bouton mute. En fait, le bouton mute, c'est uniquement sur les enceintes. En faisant un appui maintenu, en fait, vous accédez au réglage de la tranche, mais vous ne pouvez toujours pas la mute. Donc, c'est un peu lourd. Et donc, vous pouvez régler le niveau ici avec cet encodeur-là de vos enceintes, de votre casque, le rapport retour des entrées, son du PC et régler le niveau et l'alimentation fantôme de chacune des tranches. C'est bien moins cher, mais ça a ses défauts. Moins de gain que la Go XLR, pas de contrôle physique. Ça fait péter les enceintes quand ça s'allume. Et le casque aussi d'ailleurs. C'est très sensible aux perturbations électromagnétiques sur l'USB. C'est pas d'une qualité de construction la plus brillante, mais bon, la Go XLR était un petit peu pareil. Mais pour 139 €, c'est une option qui est sacrément fournie. Et à ce prix-là, il n'y a pas des masses d'alternatives. On a la IO 44. Ouais, tu peux faire un preset pour couper le son. Où en gros, tu mets le compresseur au maximum, tu fous toutes les bandes d'EQ au minimum, tu mets le gate à son niveau de détection maximum et à son niveau d'atténuation maximum. En fait, tu fous tout pour massacrer le signal et le réduire le plus possible à néant. Et ça te fait un espèce de pseudo-mute. On a l'IO 44 donc, que j'ai fait planter, qui se présente comme ça et qui a donc sortie enceinte USB-C. Et à l'avant, une entrée ligne stéréo pour y brancher par exemple un second PC, mais vous ne pouvez pas forcément renvoyer le son de votre micro vers le second PC. Une prise micro et une prise micro-casque, qui va être votre sortie casque. Le contrôle est par le dessus. Vous avez donc des pages pour aller gérer les réglages des différentes entrées, qui sont distinctes d'ailleurs entre micro et micro-casque. Chose que ne propose pas la Go XLR, c'est soit l'un soit l'autre. Là, vous pouvez utiliser les deux en tandem, donc ça permet d'avoir non officiellement de micro. Et donc l'entrée mini jack pourrait connecter un smartphone, une tablette pour s'en servir de Stoneboard ou un second PC. Même capacité de mixage, même capacité de traitement. Pour 155 €. Et donc même faiblesse, gain, sensibilité aux interférences électromagnétiques depuis la prise USB, faible qualité de construction et fiabilité un peu douteuse. Mais à ce prix, qu'on peut en demander plus. Elgato Wave XLR, d'une part la plus intéressante et la plus innovante, mais de l'autre aussi la plus mauvaise. Je m'explique.
Déjà, vous l'avez sous les yeux. En termes d'entrée-sortie, c'est on ne peut plus pingre. C'est un USB-C, un XLR pour brancher ton micro. On peut brancher un instrument aussi d'ailleurs sur les entrées combo des deux interfaces que j'ai présentées précédemment, chose que ne propose absolument pas la Go XLR. Ici, donc, c'est micro, casque, USB, c'est tout. Les enceintes, de toute manière, c'est pas pour les créateurs de contenu. Et brancher un second micro, pourquoi faire? Bouton mute capacitif. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais genre, si tu veux aller brancher ton casque ou s'il a un mauvais contact, t'es sûr de couper ton micro par erreur. C'est pas forcément très très malin. Et à l'avant, donc un seul encodeur qui permet de gérer soit le niveau du micro, soit le niveau du casque, soit l'équilibre. Donc c'est très basique sur le plan matériel. Et sur le plan... Enfin, c'est très basique sur le plan matériel. En termes de qualité sonore, c'est très correct, mais sans plus. En même temps, c'est fabriqué par les WIT, donc il y a un minimum d'expertise et de respect du signal là-dessous. On a un gain qui permet d'aller jusqu'à 75 dB. Après, c'est gain analogique plus amplification numérique supplémentaire, mais ça reste plutôt propre. La sortie casque est plutôt nette également. Et donc, on a un clip guard qui est en fait une safety track qui s'active automatiquement quand vous lui rentrez dedans. Donc, un espèce de limiteur numérique. En fait, il y a un circuit, qui est atténué avant de toucher le convertisseur. Mais comme je le disais, c'est loin d'être parfait. Je m'explique. Donc, hors le fait qu'en termes d'entrée-sortie, c'est très limité, tout le mixage et le traitement se fait depuis une application qui s'appelle Wavelink. Bonsoir Liviano. Et qui est commune à toute la gamme Elgato Wave, donc la Wave XLR, le Wave 1 et le Wave 3. Tout se fait logiciellement. Tout le traitement, tout le mixage sont exécutés par votre processeur, votre RAM, votre machine. Si vous avez des ennuis avec Voicemeeter, vous en aurez probablement moins avec l'application Wavelink, mais c'est pas impossible que vous ayez des emmerdes. Parce que l'audio est une tâche critique en temps et intense sur les caches, notamment du processeur et du bus USB et le cache des pilotes, réservé aux pilotes. Et ça entre souvent en conflit avec les pilotes graphiques. Donc déjà que de base, c'est toujours un petit peu compliqué de se frayer sa place avec les pilotes de certains fabricants de cartes graphiques, notamment Nvidia. Là, c'est encore plus compliqué parce que tu as non seulement juste du passage d'entrée-sortie audio, mais tu en as plein en virtuel et qui interagissent les uns les autres parce que Wavelink permet d'accueillir un nombre que j'ai oublié là, de canaux logiciels. L'avantage, c'est que les pages web d'Elgato sont plus informatives que celles de Presonus. Donc, on devrait avoir une meilleure vue de ce que propose Wavelink. Mais voilà, tout se fait logiciellement. Aucun traitement, aucun mixage n'est fait dans la sphère matérielle. Tout ce que vous faites, c'est fait par votre PC. Voilà. Et donc ça se présente comme ça, c'est la même ergonomie que sur la Connectis. Vous avez deux mélanges, un mélange qui sert à votre écoute, un mélange qui sert à votre diffusion. Enfin, c'est moins flexible que la Connectis du coup, ironique. Mais voilà. Et donc vous pouvez accueillir donc votre micro via l'interface audio, du coup, d'autres micros de chez Elgato et plusieurs pistes virtuelles, système, musique, voice chat, navigateur, effets sonores et jeux. Et vous pouvez en fait assigner librement ce que vous voulez dedans. Jusqu'à 9 tranches, effectivement, comme c'est mentionné ici. 9 tranches virtuelles. Et vous pouvez envoyer donc dans la sortie de la Wave XLR, dans la sortie de votre micro, si jamais il en dispose, micro Elgato du coup, ou alors d'autres sorties logicielles, qui augmentent les risques d'instabilité. Donc voilà, vous pouvez substituer le peu d'entrée-sortie physique
par un envoi vers un autre périphérique audio, mais c'est à vos risques et périls, parce que du coup, l'échange ne va pas se faire en ASIO proprement, comme c'est le cas avec la gamme Elgato Wave directement. Du côté du traitement, une fois de plus, tout se faisant logiciellement, ça vous ouvre à pas mal de choses intéressantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est le fait que vous n'avez pas d'effet de base, en fait. Enfin, Elgato propose maintenant un plugin de réduction de bruit et un plugin d'égalisation, mais ce sont des plugins VST. Donc tout ça, c'est du VST, donc vous pouvez créer votre propre chaîne de plugins avec des plugins VST gratuits comme payants. Et ça, c'est pour le coup quelque chose de vraiment intéressant et d'unique en son genre, parce que vous pouvez aller chercher n'importe quel plugin audio. Donc vous n'êtes pas limité par ce que vous propose le fabricant. Mais une fois de plus, c'est à double tranchant, parce que si jamais vous choisissez des plugins de grande qualité, vous pourriez éventuellement vous retrouver avec des soucis de latence, parce qu'il faut du temps pour traiter un signal dans l'univers numérique, surtout avec des processeurs qui ne sont pas adaptés pour ça. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Et une fois de plus, s'accentuant, en augmentant la quantité de plugins sur chaque tranche, vous allez augmenter la charge processeur. Donc, vous réduirez la charge restante à vos autres logiciels, OBS, la charge de l'encodage, vos jeux. Et tout ça peut rentrer en conflit. Donc, c'est imparfait. Je ne vais pas dire que c'est parfait, l'option suivante, mais bon. Le mec a perdu toute objectivité. Une option qui, de façon amusante, sort des mêmes usines, qui sont celles de Lewitt et qui est de première partie, la Connectis. Et alors, j'ai oublié d'en faire mention, effectivement, gros idiot que je suis. Pas de contrôle via une application, mais de par le fait qu'on est dans l'univers Elgato qui développe les Stream Deck, vous avez bien évidemment un plugin de première partie qui est disponible sur le magasin Stream Deck et qui vous permet donc de faire le contrôle de vos niveaux, de commuter des effets, de couper des tranches, de changer des assignations, etc. C'est vraiment complet et ça trouve particulièrement son sens avec le Stream Deck Plus, mais qui est quand même limité en tranches disponibles. Vous allez devoir faire plein de dossiers et de sous-dossiers. Vous n'avez que 4 potards sous la main en simultané. Et 6 boutons. Son radin. Donc la Lewitt Connectis, qui, comme je l'ai dit, sortent des mêmes usines, car Lewitt sont ceux qui conçoivent les produits audio de Elgato, et qui proposent, donc je l'ai sous la main juste ici, et je vous ai montré son logiciel tout à l'heure, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous le remontrer. 2 sorties casque avec contenu et contrôle de niveau distinct. Sortie enceinte sur niveau ligne grand public ou professionnel stéréo, enfin distinct symétrique. Connexion d'un premier PC ici et vous allez récupérer tout le multipiste et la possibilité d'en faire un mixage via l'application Control Center que j'ai montré tout à l'heure. Prise mobile qui fait un aller-retour stéréo et qui permet d'accueillir soit un smartphone, c'est reconnu en MFI de manière standard sur iOS, donc vous pouvez faire de la MAO directement sur iOS depuis celui-ci, depuis cette interface audio, ou alors un second PC en faisant un aller-retour. Vous pouvez gérer le contenu de ce que vous allez envoyer dans cette sortie mobile une fois de plus depuis le Control Center. Prise d'alimentation qui permet de charger votre mobile en même temps que vous faites de la création musicale. Entrée stéréo mini jack pour connecter un périphérique supplémentaire. 2 entrées combo XLR jack qui permettent d'accueillir un périphérique niveau ligne ou un micro. Pas d'instrument malheureusement, vous serez obligé de passer par une DI, c'est un petit peu dommage. Avec 72 dB de gain sur les préamplis qui est excellentissime, à très faible bruit. Et donc du côté du contrôle physique, un potard qui permet de gérer l'alimentation fantôme, le gain des 2 entrées, des 2 sorties casque et de la sortie enceinte. Donc en termes de contrôle physique, c'est très limité, mais du côté logiciel, c'est complet. Et surtout, l'avantage, c'est que sous le capot, on a un processeur DSP qui exécute du traitement de qualité, un filtre coupe bas à phase linéaire qui est très très bon, et un expandeur, compresseur et égaliseur. Paramétrique 4 bandes. Il semble qu'on peut brancher un jack dans ce genre de prise. Oui, totalement. Mais le souci, c'est que
comment dire, ça ne supporte pas l'impédance des instruments directement. Donc, dit autrement, hein, je peux pas brancher une guitare ou une basse dans le cul du bidule sans passer à travers un ampli ou une DI. Donc, il faut un outil supplémentaire. Tu peux pas directement brancher ta gratte et enregistrer. Voilà. Très bon outil. Avec une qualité sonore qui est exceptionnelle et un avenir que j'imagine radieux. Donc voilà ce qu'on a vu, voilà ce que j'ai à vous proposer dans les interfaces. Mais ça ne propose pas de contrôle physique. C'est ce que je recommanderais pour un usage généraliste ou alors des gens qui ne pensent pas avoir besoin du contrôle physique à longueur de temps. En tout cas, si jamais vous pouvez vous permettre de faire alt-tab de temps en temps ou vous faites le genre de stream que je fais, où vous avez un second écran qui est toujours accessible, c'est une option. Je vous envoie également d'ailleurs mon lien affilié Thomann si jamais vous souhaitez investir dans l'une de ces interfaces audio en me soutenant. En passant à travers le lien que je vais épingler. Thomann me reverse une partie de la commission qu'ils font sur les commandes. J'ai également un lien Amazon pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc de toutes les machines, la plus qualitative est la Connect 6, la plus complète en termes d'entrée-sortie est la Connect 6, la plus flexible est la Connect 6, avec en deuxième place, en seconde place, la Wave XLR, de par la possibilité de faire en fait votre système de mixage et de traitement comme bon vous semble, mais au détriment de la stabilité et de la latence. C'est pas garanti que vous ayez un retour casque qui soit utilisable de par le fait que vous avez des plugins qui sont latents. Et les plus abordables sont les Presonus Revelator IO, mais avec pas mal d'astérisques et de notes en bas de page. Donc voilà. Ce qu'il est amusant de remarquer cependant, c'est qu'avec cette ouverture sur d'autres alternatives, on a des machines qui sont soit capables d'accueillir des instruments, comme les Presonus Revelator IO, ou alors capables d'accueillir 2 micros, ou 2 périphériques audio en simultané. Et la Connect 6, par exemple, rend beaucoup plus aisé l'interaction et les systèmes en double PC parce que vous avez deux USB-C directement. C'est d'ailleurs l'installation, la machine qui est installée chez Pirastack, que vous connaissez peut-être, et qui est un de mes clients. Un de mes derniers clients. Voilà. Passons, dernière option également, oui, que j'allais oublier, mais que je fais bien de mentionner séparément parce qu'elle est très récente, donc j'ai encore quelques réserves dessus. La Rode Streamer X, qui est au même prix qu'une Go XLR, qui, comme vous pouvez voir, se présente sous cette forme, un petit peu atypique, avec donc trois entrées, dont 2 physiques, enfin 4 entrées, dont 3 physiques. Une entrée combo XLR jack qui permet de connecter un périphérique niveau ligne. Je ne crois pas qu'on puisse brancher d'instrument et un micro. Entrée micro-casque TRRS. 2 USB-C pour accueillir un second PC ou alors un microphone Rode qui est compatible. Donc vous pouvez en fait récupérer par exemple le son d'un PodMic USB pour vous faire une deuxième entrée XLR un petit peu barbare. Et donc chose intéressante, un passage HDMI qui fait que ce n'est pas simplement un mélangeur audio ou une interface audio, mais aussi une carte de capture qui permet de capturer de la 4K 60 récupérée en 4K 30 sur l'ordi. Et qui peut être sous-échantillonné en 1080p 60 si je ne m'abuse. Besoin d'être alimenté en externe obligatoirement, 5 volts 3 ampères, avec cette alimentation secteur externe là. Et donc l'entrée supplémentaire qu'on ne voit pas forcément, qui est à part l'USB-C, qui est un petit peu détourné, et un récepteur intégré pour les microphones sans fil Rode de 4e génération, ou de 6e, je ne sais plus. Ça doit être marqué en description. Non. Mais en fait, cette génération-là, qui est la 4e ou la 6e, c'est tout bêtement les Wireless Go 2 et les Wireless Mi. Ce sont des petits micros sans fil qui se clipsent. Et donc, vous avez sur la façade le niveau de contrôle en appuyant soit seulement de votre micro, soit seulement du micro-casque, de la partie micro du micro-casque, soit seulement du récepteur. Enfin, des micros sans fil qui sont connectés de façon groupée. Et vous avez le niveau de votre sortie casque. Un bouton pour couper rapidement le micro, un bouton pour couper rapidement la caméra ou le second PC. Ça récupère également son audio.
des smartpads qui peuvent être programmables pour lancer des samples, des actions MIDI, des actions sur le mélangeur ou des effets. Et donc voilà. Alimentation Phantom 48 volts, 82 décibels de gain analogique avec les préamplis discrets qui sont très très bonne qualité de chez Rode, qui sont les préamplis Révolution, qui sont les mêmes qu'on a sur les Rodecaster Pro 2 et Rodecaster Duo, dont je vais parler juste après. Donc voilà, DSP intégré bien évidemment, qui permet d'appliquer du traitement à Afex avancé. Je vais vous sortir la page produit. Et donc pour 369 €, je le rappelle. Donc c'est la seule interface audio, j'ai envie de vous dire, qui propose les traitements Afex. Et donc voilà la carte de la capture. Donc voilà, vous pouvez faire de la 4K 60 HDR qui va être capturée en 1080p 60, en 1080p 60 HDR, en 1440p 60 ou en 4K 30. La 1440p 120 ou la 1440p 144, c'est 1080p 60, 1080p 120 ou 1440p 60 à la capture. 1440p 60 HDR, 1080p 60, 1080p 60 HDR, 1440p 60, 1440p 60 c'est 1080p 60 et 1440p 60, 1080p 240 et 1080p 120 en passage à travers, c'est récupéré à la capture en 1080p 60 ou en 1080p 120, 1080p 60 HDR, 1080p 60 ou 1080p 60 HDR et 1080p 60, 1080p 60. Voilà. Donc les smartpads, comme vous pouvez le voir, lecture de samples, voice FX ou envoi de messages MIDI qui permet de déclencher des raccourcis. Ça fonctionne sur 2 applications. L'application Rode Central qui permet de faire du contrôle. Rode Connect, je ne crois pas, mais aussi Unify qui est leur équivalent de Wavelink qui permet de faire du mixage logiciel. Présente comme ça. Et vous pouvez avoir également ici jusqu'à 9 tranches en plus du sampler. Et sur une tranche séparée. Vous pouvez faire de l'enregistrement multipiste et donc vous pouvez accéder au traitement Afex avancé qui contient, je vais aller dans le guide utilisateur. Oui, tu charges. Et sur lequel je ne reviendrai pas sur les autres. Voilà comment ça se présente. Vous avez une configuration rapide qui permet de gérer du coup le routing. Voilà comment se présente le mélangeur. Vous avez 2 mélanges, un pour le direct, un pour votre écoute que vous pouvez lier ou non pour toutes les sources. Et donc le traitement Afex, vous avez filtre coupe bas, DSR, qui est un DSR en bande séparée, bien propre comme on aime. Un noise gate avec gestion de l'hystérésis, de la plage, compresseur, égaliseur qui est inspiré des compellors de Afex qui sont très, très caractéristiques, très sympas. Égaliseur paramétrique, 3 bandes, Afex Aural Exciter, donc génération d'harmonique dans l'aigu pour rajouter du contenu à l'aigu, pour éclaircir le signal plus qu'il ne l'est de base, et Big Bottom pour faire la même chose mais dans le bas, et enfin panoramique. Et donc dans les effets sonores, comme vous pouvez le voir, on a reverb, écho, mégaphone, voix de robot, changeur de voix et changeur de la hauteur de la voix. Et vous pouvez accéder aux différents réglages ici. Et une fois de plus, tout ça, c'est géré par le DSP du bidule. Voilà. Donc c'est une option très complète. Vous pouvez aussi faire du bip, du ducking, du fondu. Mais je garde quand même quelques réserves de par la sortie très récente de la chose. Donc voilà comment se présente Unify. Vous pouvez choisir la sortie et le contenu, et vous pouvez faire un mixage distinct pour chaque sortie. Unify a une approche un peu hybride dans le sens où comme l'application Elgato Wave, Link, une part du traitement est fait par votre machine. Enfin, une part du mixage pour le coup, plus que du traitement. Et ça a été un peu houleux le départ de Unify. Au départ, ils voulaient l'ouvrir à n'importe quel constructeur. Et puis ils ont abandonné. Et puis quand ils ont abandonné, ils ont remboursé pas mal de gens. Ils en ont envoyé des micros, mais que à certains. Moi, je suis visiblement toujours... je sais pas, j'ai un karma avec Rode, je sais pas ce que je leur ai fait. Je leur ai envoyé un mail pour obtenir le micro gratuit, je n'ai jamais eu de réponse.
Là où il y a quelqu'un sur mon serveur Discord qui l'a reçu, donc ces micros existent bien. Mais voilà, ça a été un peu houleux. Toujours est-il que vous n'êtes pas obligé de passer par Unify si vous ne le désirez pas. Vous pouvez passer par l'application Rode Central qui est beaucoup plus sommaire et stable et qui ne se sert uniquement que des capacités physiques, matérielles du DSP de la machine. Autre option, on rentre dans l'univers des mélangeurs, mais je vais passer très brièvement dessus parce que je trouve ça toujours très cruellement inadapté. Ça va enfin être l'occasion d'aborder le sujet. Mélangeur, on a la Rodecaster Pro 2, 4 entrées combo XLR jack qui peuvent accueillir micro, niveau ligne, instrument, sortie enceinte sur jack symétrique et 4 sorties casque, 2 USB-C dont un qui peut accueillir un second PC. Ah oui, j'ai pas dit, sur la StreamerX, vous avez 2 USB-C, hein, donc vous pouvez connecter un second PC là directement si vous voulez pas en faire la capture dessus. Vous pouvez recueillir l'audio de votre second PC là, utiliser une carte de capture interne pour la vidéo et vous servir de ça pour votre caméra. C'est totalement possible. Et on retrouve donc cette capacité là ici sur la Rodecaster Pro 2 avec cette connectique USB-C secondaire qui peut également accueillir un micro USB de la marque qui le supporte, récepteur sans fil intégré pour les micros sans fil, et donc la possibilité d'accueillir de charger de façon dynamique vos entrées audio physiques, vos arrivées audio USB, ou sur la première prise USB, vous n'avez que 2 arrivées, et la deuxième, que 1. Donc au total, vous avez 3 arrivées logicielles. C'est beaucoup moins complet que ce que propose la Go XLR qui en avait 6. Alors, il y avait Voice Chat, Système, Game, Musique. On en a 4. Il y avait le sampler, il me semble. Donc ouais, on était à 5. Là, on est cruellement incomplet là-dessus. 719 €, c'est pas donné. J'ai pas la Rodecaster Duo, elle est là. Vous avez spoilé. 550, on a la Rodecaster Duo qui est fraîchement sortie, qui elle n'a que 2 sorties casque et 2 entrées micro, tout en gardant les mêmes capacités de traitement sous le capot et la même quantité d'USB un peu limitée. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'en a que 3. Tout le mixage, le traitement, etc. se fait physiquement. Tous les réglages peuvent se faire physiquement ou alors depuis l'application Rode Central. Ça n'est pas supporté par Unify. 76 dB de gain. Je crois avoir dit des conneries. J'avais dit 80. Ou alors c'est différent sur celle-ci. Pas marqué. 76, pas 81. Mais voilà, 719, 555 €. Pourquoi est-ce que je passe rapidement dessus et pourquoi je maintiens que ce ne sont pas des outils faits pour nous? Parce que la gamme des Rodecaster a été conçue depuis le départ pour du stream, pour du podcast, pour éventuellement de la web radio, mais pas pour du streaming. Et la web radio, c'est déjà bien compliqué. Il y a du Bluetooth aussi. Je m'explique. Le fait que tout se contrôle depuis un petit écran tactile 5 pouces, c'est sympa, mais en vrai de vrai, ça nous fait juste payer plus cher alors qu'on s'en branle. La capacité d'enregistrement autonome, pour du podcast, c'est pertinent, mais pour du streaming, on s'en branle. Les USB sont limités, alors que c'est quelque chose de principal, de vital pour les streamers. Là, c'est cruellement incomplet. Sur certaines choses, on peut faire un parallèle, mais pour la plupart des streamers, ça va juste être extrêmement coûteux, extrêmement conséquent et pas adapté à l'usage. Les multiples sorties casque, les 4 sorties casque, si tu fais du string comme vous et moi, vous n'allez jamais en avoir besoin. La priorité, c'est d'avoir quoi? Des faders pour le contrôle physique, ou alors des potards. Et même sur la StreamerX, c'est cruellement incomplet. Il n'y a pas de plugin Stream Deck ou d'application mobile qui soit sortie dans l'immédiat. Là, les 4 faders ne sont pas motorisés. Vous allez être obligé de faire des contrôles supplémentaires depuis le petit écran au-dessus pour les tranches qui ne sont pas affichées sur la surface physique. Les multiples mix pour toutes les sorties casque, c'est pertinent une fois de plus pour cet usage de création de contenu, de podcast. Mais pour du stream ou de la vidéo, une fois de plus, on s'en contrefout. C'est vraiment pas fait pour nous. C'est possible de s'en servir, mais c'est vraiment pas indiqué.
Et je peux pas valider la solution à 100% parce que c'est pas... c'est investir dans des choses que vous êtes sûr de ne jamais utiliser en temps normal. Et la mention est la même pour la Mackie DLZ que j'avais abordée dans des Giaco Actu précédentes, qui elle calque un petit peu les choses, les fonctionnalités de la Rodecaster Pro 2, 4 entrées combo XLR jack, avec support de micro dynamique statique et entrée ligne, entrée instrument. Entrée supplémentaire d'ailleurs ici en jack 635 symétrique pour y brancher un appareil niveau ligne, donc entrée supplémentaire. Sortie enceinte, 4 sorties casque, entrée supplémentaire pour y brancher un smartphone qui peut aussi être connecté en Bluetooth, et USB avec seulement 2 allées, enfin 2 retours, support de l'enregistrement et Ethernet pas encore assigné. Écran 10 pouces qui est absolument colossal et qui est vraiment très intéressant, mais une fois de plus, c'est pas fait pour du stream. C'est gigantesque et ça n'a pas toutes les capacités nécessaires. Du côté du traitement, il y a un DSR, il y a un égaliseur paramétrique 3 bandes, il y a un coupe-bas, il y a un noise gate, il y a un automix, il y a du ducking, il y a du lancement d'effets sonores, mais ça manque de retour logiciel. Après, Mackie sont très à l'écoute à l'heure actuelle des propositions des clients et des gens qui s'en servent. Mais ça reste inadapté. La remarque pourrait être faite à l'identique pour les Boss Geekcaster. Tous les produits actuellement sur le marché qui proposent ce type de gabarit-là, la Geekcaster est d'ailleurs la plus compacte, comme vous pourrez le constater, et la plus fournie en effet. Genre, c'est là où on voit que Boss, à la base, ils font du multi-effet et des trucs pour les guitaristes parce que putain que c'est garni. Je vous invite à aller revoir mon direct Giaco Actu à son sujet pour en savoir plus. Mais ça reste pas du tout fait pour, quoi. Et en retour USB, c'est encore plus pingre cet outil-là, quoi. Parce que là, c'est beaucoup moins d'assignation en USB possible. C'est vraiment dommage. Dans l'option la plus abordable, on a ici la Behringer Flow 8 qui se contrôle depuis une application mobile en Bluetooth. Il n'y a pas d'application PC, je ne sais pas pourquoi. Il y a 4 entrées, dont 2 combos XLR jack, qui celle-ci accueille niveau ligne. Ici, on a des tranches stéréo, dont 2 qui sont capables d'accueillir non seulement un niveau ligne, mais aussi un instrument. Vous pouvez faire vos propres petits mix pour la sortie casque, les 2 envois monitoring et les envois principaux pour y brancher des enceintes. Petit processeur d'effet intégré que vous pouvez contrôler ici. Là, vous pouvez gérer le niveau de vos sorties. Contrôle du gain automatique, vous pouvez le gérer aussi physiquement, enfin logiciellement depuis l'application. Et vous avez 12 départs, 2 retours stéréo, 4 tranches en gros, 2 stéréo. Du côté traitement, c'est un égaliseur paramétrique 3 bandes sur les entrées en plus du coupe-bas, ainsi qu'un compresseur one knob, donc vous ne pouvez pas vraiment ajuster complètement. Vous avez un égaliseur paramétrique complet sur la sortie principale. Vous pouvez EQ votre casque comme bon vous semble. Ça n'a plus du tout cette gueule-là, mais voilà, vous pouvez faire pas mal de mix. Et ça, pour le coup, c'est une option qui est intéressante pour les gens qui font par exemple du stream musical, parce que tu peux accueillir pas mal d'instruments, faire ton petit mix, le contrôler depuis ta petite tablette ou ton petit smartphone et puis envoyer ça sur ton ordi en USB. Récupérer soit le multipiste avec chaque tranche isolée pour faire de l'enregistrement, soit un mixage principal. C'est relativement flexible. L'ennui étant que en termes de retour USB, une fois de plus, c'est limité à 2 et pas à 4 ou à 5 comme sur une Go XLR. C'est chiant. Et puis l'application n'est seulement disponible que sur smartphone et tablette, iOS et Android. En étant un peu barbare, vous pourriez faire tourner un BlueStack et vous y connecter avec le Bluetooth de l'ordi, mais ça reste quand même un peu crasseux. Je ne sais même pas si c'est possible de le faire. Mais voilà, 279 €, c'est l'option la moins chère et je tenais à la mentionner. Je vais faire une pause pour vous lire et puis ensuite on parlera des mélangeurs pour streaming, parce que là c'était pour une utilisation un petit peu générale. Dans le sens, voilà, la Go XLR est morte, voilà ce qui aurait pu servir à des gens qui faisaient autre chose que juste du streaming gaming. Ensuite, promis, on parle aux gamers. Mais avant, je vais lire vos messages. J'ai vu qu'il y en a plein qui sont passés. J'espère que tu vas bien. J'aimerais avoir ton avis sur les Apollo Twin. Pourquoi? Pour du stream? Inutilisable.
Universal Audio sont des trous de balles sur Windows. Leurs drivers sont finis à la pisse, instables, clairement inadaptés. Tous les allers-retours ne sont pas déclarés sur Windows pour le WDM. Donc c'est vraiment pas fait pour. Sur Windows, c'est un cauchemar. J'ai la T-Silicon Go XLR et la prise USB puis un Max. À peine je la bouge, elle me fait tout planter sur Windows 11 Pro. Je vais la changer pour une Apollo Twin, mais je ne sais pas ce que ça vaut en termes de son. En termes de son, c'est très beau. En termes d'utilisation sur Windows, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Bah écoute, ça va bien la Manax et toi? La Rodecaster Pro est d'un autre prix bien trop cher pour un simple streamer en bas de l'échelle à mon avis. Oui, en plus d'être cruellement inadapté. Ah, et j'ai aussi oublié de mentionner le fait que pour moi le delta, la différence de prix entre la Rodecaster Pro 2 et la Duo était à l'heure actuelle beaucoup trop faible pour que la Rodecaster Duo soit rentable. Alors, elle serait à 500 balles pile, ça irait. Elle serait à 450, ça irait. Mais là, à 555 face à 725 pour l'intégrale, il faut juste prendre l'intégrale, quoi. Enfin, c'est... Pour le mec qui a besoin d'une interface de vidéo pour se lancer, ça peut valoir le coup. La Rodecaster Pro, c'est vraiment pas fait pour. Toujours impressionné par la qualité vidéo et audio de tes streams, c'est formidable. Écoute, c'est un peu mon métier. Mais merci beaucoup. 3 ans, moi, il est jamais tombé, je le bouge jamais. Je sais pas de quoi tu parles, mais peut-être de ta Go XLR. Moi, sur Windows 10, ça peut expliquer. J'ai aussi des pages bleues à cause de ça. Des écrans bleus, ah oui. Pour le coup, je suis pas le seul à me plaindre sous Windows 11. Le tout est revint avec une drummer MX60. Waouh, la MX60. Waouh. Salut, merci pour la mise au point générale, super idée. Bah écoute, merci Bertrand, bonsoir à toi. Je comprends la différence stream radio. Bah oui, là pour le coup, la radio c'est déjà un peu plus inadapté parce que si tu veux lancer des cartouches, bah t'as qu'une seule tranche stéréo, quoi. Généralement, on en a 2 et puis on aime faire du fader start. Là, c'est un peu compliqué. Toute proportion gardée, la Duo, est-ce qu'il y a malgré tout ce qui se rapproche le mieux de la Go XLR malgré les fonctionnalités non utilisées? J'y viens. Je suis un streamer qui fait que des streams de création musicale qui se sert de ça et qui en est content pour ce qu'il fait. De quoi, des roadcasters? En fait, j'aimerais réellement virer la drummer MX60 qui est trop brouillon. Ah ça, j'ai pas fait une vidéo dessus en étant très mitigé pour rien. Audion, c'est une bonne alternative aussi. Pas du tout, pas vraiment même. Enfin, pas vraiment, pas du tout même. Parce que t'as pas de traitement, t'as pas de mixage, t'as pas d'effet. Ah, la Flow 8. Ouais, la Flow 8, c'est vraiment un petit outil sympa. C'est une espèce de micro Behringer Wing dans le sens où ça a beaucoup de choses innovantes pour un petit mélangeur analo numérique. Et c'est vraiment un outil intéressant. Bouge mon ventilateur. Tu avais tenté de régler ma MX. Et là, j'en peux plus. Du temps où je faisais des offres d'aide, surtout pour son prix, on va pas se mentir. Ah ouais, non. Je l'ai recommandé, je sais plus quand, à quelqu'un. Juste hier. Il y a des tables qui prennent les fader start pour cartouchier. Ouais, c'est ça, enfin pour cartoucher. Ouais, mais pas les roadcasters. Ça passe par du MIDI bête et méchant, il n'y a pas de GPIO qui va là. Non. C'est super chiant d'ailleurs. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont voulu actualiser les Xenix parce que c'est des sales merdes. Alors que les flows... Enfin, la Flow mériterait tellement d'être détournée en une série de petites consoles. Merci, désolé, j'avais la dalle. Bah vraiment, retiens que les Apollo Twin, ça va être encore plus cauchemardesque sur Windows. Hein. Vraiment, je sais pas si t'as encore fait la commande, mais c'est jamais trop tard pour annuler, quoi. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est la même chose pour Antelope Audio d'ailleurs. Quoique Antelope Audio c'est pire, parce qu'ils sont fiers de leur compatibilité avec Windows. Sauf qu'elle est à chier. Les drivers qui sont pourtant sur une base T-Silicon qui est réputée pour être solide sont d'une instabilité monstre. Mais après,
Dans le pire des cas, tu prends une Connect 6 avec une petite DI. Hein. Après, oui, c'est pas un... Tu peux pas t'en servir sur scène si c'était l'idée. Et il n'y a pas encore d'appli pour mobile. Je sais pas si tu comptais en parler à la prochaine partie, mais la Mackie Mcaster. Oh. C'est vrai que je les ai pas mises. Je vais la rajouter. J'en ai parlé aussi à quelqu'un en MP de 3 jours. C'était la première fois que je la recommandais. On va mettre la studio hein, parce que la live... voilà. Ouais. Et puis, tu as une carte de capture d'intégrer. Donc, par exemple, pour brancher une caméra ou un second ordi. Après, pour le coup, ça me tabasse que dans toutes les choses que produisent Rode, ils n'aient pas actualisé leur AI1, leur interface audio pour intégrer le traitement FX, quoi. Parce que pour le coup, ce qui manque à leur catalogue, c'est juste une interface audio avec des sorties casque, enceintes, des entrées micro, du traitement, et c'est tout. Ils l'ont pas. Ouais, pour le coup, c'est très très simple d'utilisation, les produits de chez Rode. Ok. Alors la Connect6, ça peut être une option. Je peux prendre une Yamaha G03 aussi, mais bon. Oui, parce que j'ai oublié de mentionner que sur la Flow 8, comme sur les Yamaha G, il n'y avait pas de noise gate. Fatigant. Bah ça, pour avoir un RE20... J'ai décidé que je serais gentil ce soir, alors je vais arrêter la phrase là. Pas faire de placement produit, mais Lidl, c'est des boss, bordel. Bonsoir. Mais c'est vieux en plus les Scoopy Flex. Pourquoi ils remplacent les Via par ça? Mais ils les remplacent sur quelle activité? Ils les remplacent chez les RER? Ou pour les extérieurs? Possiblement, hein. Le truc, c'est que je pense pas que t'aies la voix chiasse qu'ont la plupart des Américains quand ils parlent au micro. Normalement pour les extérieurs, mais what? Après, en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément très cohérent d'utiliser le VIA parce qu'on bypass complètement les préamplis, quoi. On a une console à côté. Waouh! L'estime de soi, quoi. On parle du SM7B là? Voilà, c'était la fin de cette dégustation. Galette de riz Lidl, nappé de chocolat au lait bio. N'hésitez pas à vous abonner. Désolé, c'est la dalle de fin de soirée, vous connaissez peut-être. Alors, dernier chapitre, pas des moindres, les mélangeurs analogues au Go XLR. Oui, ils ont fait la même chose avec Sequoia, ça serait pas la première fois qu'ils nous font la blague. Hein. J'ai fini la formation Sequoia d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez suivi à Limoges. Premièrement, Yamaha, j'en avais parlé, avait sorti la ZG01 et je pense que c'est l'heure d'en reparler. Petit mélangeur audio avec des contrôles un petit peu archaïques dans le sens où vous avez votre gain micro ici, le niveau du micro là, donc gain, fader, alimentation fantôme, mute, et le niveau de votre arrivée de chat vocal et de jeu.
et le niveau général de votre sortie casque ou enceinte. Vous pouvez en fait gérer ce que vous contrôlez en volume ici. Entrée micro, mini jack, entrée casque. Vous pouvez connecter un micro casque, entrée auxiliaire pour connecter un smartphone. Option ici pour piloter les effets de voix. Alors non, là je me fourvoie, c'est pas pour gérer les différents volumes, c'est pour les effets d'écoute, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Et à l'arrière, chose intéressante, donc vous avez un USB-C pour connecter à l'ordi, une alimentation externe, Aphex Channel, mais Aphex, A-P-H-E-X, Channel, c'est H-A-2-N-E-L, mais elle n'est plus fabriquée. Entrée micro combo XLR jack pour accueillir un niveau ligne, pas d'instrument. Hein. Sortie enceinte. Et c'est donc là la chose plutôt atypique et intéressante et qui fait que c'est une option que je considérerais, enfin que je recommanderais plus sur les joueurs hybrides console ou disposant d'un second PC et ou d'une console ou alors de deux consoles, parce que vous pouvez y connecter des entrées HDMI pour copier le signal, le récupérer, enfin le signal audio seulement, hein, c'est pas une carte de capture, ça vous prend juste l'audio, ça vous le renvoie vers la sortie HDMI pour l'envoyer par exemple dans une vraie carte de capture dédiée qui va prendre la vidéo et ensuite vers un affichage ou juste la balancer vers un affichage. Et à ce moment-là, vous pourrez donc avoir le son de votre console qui est directement récupéré et passer de façon dynamique entre la première ou la deuxième entrée HDMI pour passer entre les deux consoles ou entre votre second PC et votre console. Voilà, pour par exemple streamer de la PS5, de la Switch, etc. Parce que toutes les consoles modernes ne proposent pas des sorties optiques, qui était la chose utilisée par la Go XLR et qui nécessitait donc d'utiliser un convertisseur, un extracteur audio chez certaines personnes. Ah! Alors, je t'invite à faire la recherche en passant via le lien affilié qui est en haut. C'est la Rodix Streamer X. Mais voilà, jolie petite machine et qui a un DSP interne, processeur DSP, qui permet pas mal de petites choses sympas. La force pour quand vous passerez sur Sequoia. En vrai, je suis agréablement surpris. On en reparlera peut-être, hein, mais on avait dit qu'on voulait pas parler taf. Tu te retrouves à parler taf. Donc voilà, le logiciel de réglage qui propose pas mal de choses sympas parce que du côté de la voix, en fait, vous avez donc compression, égalisation, gate et DSR. Voilà, gate, compresseur, égaliseur, limiteur. Des conneries, il n'y a pas de DSR. Et vous pouvez mettre des effets de voix, changeur de voix, effet radio, émetteur talkie-walkie, hein, en fait. Bip de masquage et reverb en une touche. Et du côté de votre écoute, et c'est ça la chose très intéressante et que ne proposait pas la Go XLR, la possibilité de traiter votre écoute pour du jeu avec un surround virtuel, comme ce que vous avez sur des casques gamers, sauf que là, ça va pouvoir le faire sur n'importe quel casque, et des pré-réglages d'égalisation qui vont être taillés pour différents jeux vidéo. Alors, chacun se fera son avis sur ces effets-là. Personnellement, j'ai beaucoup de réserves sur le fait d'avoir des courbes d'égalisation spécifiques sur chaque jeu. Mais c'est là, c'est proposé et donc ça peut servir. Donc, vous avez là le ZG Surround qui est un surround virtuel, le 3D Chat Space qui permet de donner qui permet de faire une autre simulation, notamment pour d'où viennent les voix. Le mode focus qui permet de relever ou non certaines parties du spectre en accord avec les jeux auxquels vous jouez et une égalisation prédéfinie sur les différents jeux et sur votre système d'écoute. Donc, outil intéressant parce que vous avez tous ces systèmes d'effets et ces entrées HDMI que ne proposait pas la Go XLR. Et pour un prix qui est relativement compétitif. Vous en avez pour 300 balles. J'ai appuyé sur envoi gratuit. On va pas expliquer comment ça marche. Donc, c'est intéressant. Le X, c'est le manque de contrôle physique parce que vous contrôlez votre niveau de chat vocal et de jeu avec un potard, non avec un fader, qui sont proprement alignés comme c'était le cas sur la Go XLR. Donc, c'est un mélange. Mais c'est une option intéressante et pour les gens qui sont sur console, c'est une très bonne alternative. Voire supérieure sur certains points. Je vais t'envoyer le lien parce que t'as rien compris, effectivement. Alors... Bien l'écran qui est à l'antenne, oui. Je t'envoie ça.
Pour le coup, pour faire une voix typée radio, la Streamer X se démerdera bien parce qu'il y a la FX Oral Exciter et le Big Bottom intégrés dedans. Hop. Oh, le PC panel. Oh, la belle purge. J'avais toujours le Dynacaster des CM8 dont je me suis débarrassé, que j'ai vendu à un viewer. Pour avoir essayé, pas fan de ces courbes. Ah, franchement, je suis pas convaincu non plus, mais bref, passons. Passons vers ta machine, justement. La Roland Bridgecast, qui m'avait très agréablement surpris et qui est aussi une très bonne machine analogue à la Go XLR. Alors, le format de contrôle n'est pas le même, mais on a des choses qui collent. Premièrement, comme vous pourrez le voir, vous avez donc quatre contrôles pour gérer le niveau de votre micro, d'une arrivée auxiliaire, dont vous pouvez sélectionner le contenu, de votre chat vocal et de votre jeu. Vous avez ici le contrôle de votre niveau de sortie casque, le niveau de la sortie ligne, qui sera soit un second PC, soit vos enceintes, probablement vos enceintes, et le niveau général de ce qui va partir vers le stream, chose inhabituelle et plutôt sympa. Des boutons pour couper les différentes tranches ou alors pour leur affecter quelque chose. En fait, vous pouvez affecter librement des actions sur ces boutons-là. L'engagement des effets de voix et la sélection de l'effet de voix que vous avez programmé. Tout ça se fait depuis le logiciel, mais vous pouvez quand même librement gérer ici la hauteur de la voix et la quantité de formantes qui sont rajoutées. Et donc, comme vous pourrez le voir ici, au-dessus du réglage du volume de votre jeu, vous avez un bouton pour changer les EQ. Vous avez une fois de plus du surround virtuel et du traitement des courbes d'égalisation spécifiques à chaque jeu. La plupart des FPS connus et classiques. Et donc à l'arrière, vous avez entrée TRRS pour connecter un micro casque ou juste pour votre sortie casque, entrée micro, entrée auxiliaire pour brancher par exemple un second PC puis faire une boucle, ou alors pour brancher un smartphone ou que sais-je, prise USB pour connecter un PC ou un téléphone ou à une console. Alors, ça ne permet pas de brancher une console plus un PC, mais ça permet de s'en servir de manière autonome sur une console. Pour le coup, c'est intéressant parce qu'ils sont rares, mais il y a des gens qui streament sur PS5 ou qui ont juste envie, ou sur Xbox, ou qui ont juste envie d'avoir un contrôleur physique de leur niveau de jeu. Ça peut marcher. Et donc une alimentation si jamais votre machine, la machine qui l'accompagne, n'est pas assez péchue. Donc bel outil. Et on va parler un peu plus en profondeur de ses capacités en allant sur la page produit. Évidemment, j'ai décidé de n'en récupérer aucune. Du cul. Alors, parce qu'il y a 2-3 petites subtilités. Et je pense que le mieux pour en parler, c'est tout bêtement de télécharger le logiciel. Et si ça vous intéresse de faire un petit peu le tour de la chose de votre côté plus tard également, je vous invite à le télécharger parce que il est disponible en téléchargement libre et il peut marcher sans disposer de la machine. Là où pas mal d'applications vous obligent à avoir le matériel, là vous pouvez juste l'installer et puis c'est parti. Pour ouvrir le README, je voulais ouvrir l'installateur. Hop. J'installe tout ça et puis je reviens vers vous. Avant toute chose, je vais profiter quand même du temps mort pour vous montrer une finesse que vous avez peut-être pas remarqué. Le fait que vous avez un bouton Mix Link ici. Et pourquoi? Parce que comme vous pourrez le constater, vous pouvez avoir, comme ce qui était censé sortir en stable sur la Go XLR Sniff, un niveau distinct pour votre écoute et pour ce qui part à l'antenne. Chose que ne propose d'ailleurs pas la ZG01 qu'on a vue auparavant. Alors que j'aille chercher l'application. Hop, voilà comment elle se présente. Vous avez donc, comme vous pouvez le voir ici, la gestion du niveau général de votre entrée micro et donc le niveau que vous allez entendre dans votre écoute personnelle et le niveau qui va être envoyé au direct. Et donc c'est la même chose pour la deuxième entrée, pour la troisième, pour la quatrième et j'en passe.
Et vu que les SFX et les effets sonores, bah, c'est lié avec tout ce qu'on a à côté. Et vous pouvez gérer ensuite le niveau du stream, de la sortie ligne et de la sortie casque, mais elle est en double. Ah, parce que ça doit être la gauche et la droite. Bizarrement affiché, mais ok. Et donc du côté des réglages, vous avez l'historique des niveaux qui vous permet de faire votre gain ici, qui va jusqu'à 75 dB. Vous pouvez être en dynamique, en condensateur avec l'alimentation plus 48 volts ou sélectionner le micro casque. Vous ne pouvez pas utiliser les deux en tandem. Ici, vous avez filtre coupe bas, suppression du bruit qui est soit un noise gate, soit une suppression du bruit adaptative. DSR, dont on ne connaît pas trop le fonctionnement vu que c'est juste affiché comme ça. Et compresseur avec niveau de détection, ratio, attaque, release, gain de sortie. Ainsi que un égaliseur qui est un graphique paramétrique. En fait, c'est entre les deux. C'est un graphique paramétrique parce que vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandes. Et vous pouvez quand même gérer la fréquence et la largeur de bande. Donc c'est un paramétrique 10 bandes. C'est beau. C'est beau. Dans les effets de voix, vous avez donc un changeur de voix. Vous pouvez gérer la hauteur et les formants avec le mode, que ce soit avatar ou chant. Ça doit changer un peu la façon dont le truc agit. Soit vous faire une voix vraiment bizarre, soit vous faire un changement de hauteur de voix plus naturel. Et une réverbération, dont vous pouvez changer la largeur et le niveau. Et vous pouvez donc en faire 5 pré-réglages. Du côté du jeu, vous avez donc un EQ. Je vous ai dit des conneries, il n'y a pas de surround. Et donc un EQ qui est le même égaliseur paramétrique 10 bandes. Quand vous faites load file, ça va pas vous chercher des pré-réglages. On va aller dans les programmes. Roland, Bridgecast. Je sais pas où ils les stockent leurs pré-réglages. Mystère. Mais il me semble qu'il y en a des qui sont déjà fournis d'usine. Dans le chat, chose sympathique, vous pouvez mettre de la compression sur le chat vocal. Donc si vos potes passent leur temps à gueuler, vous pouvez leur compresser leur race. Et si jamais le son de Discord est agressif, ce qui sera probablement le cas, vous pouvez mettre un DSR. Et du côté de la sortie, vous pouvez mettre soit un délai, soit sortir le fonctionnement de la sortie line-out pour par exemple avoir une synchronisation avec la sortie casque. Que ça permettrait d'en faire une seconde sortie casque, je sais pas. La retarder, pour faire par exemple une synchro son image, et sortir le mode de la sortie USB soit en micro, soit en stream mix. C'est-à-dire contenir la même chose que ce qui passe à l'antenne. Donc soit seulement votre micro, soit seulement votre micro, soit ce qui part à l'antenne. Ça c'est pour l'USB. Ça c'est pour la sortie ligne. Bon, ça c'est ce réglage du mode de sortie USB, c'est seulement si vous êtes sur mobile ou sur console. Et donc vous pouvez assigner librement les sources ici, avec micro, audio, fin auxiliaire, USB et SFX. Vous pouvez gérer ici. Et donc les boutons mute, ils peuvent être librement assignables et ça c'est plutôt sympa. Que ça peut être soit to mute, soit coupé sur le mix du stream, soit le mix personnel. Lancer un effet sonore, lancer le bip. Couper toutes les sorties, couper la sortie stream, couper la sortie ligne, couper le casque, charger les profils. Charger les EQ de jeu, éteindre les effets, les EQ de jeu, charger un effet de micro et même envoyer des CC MIDI. Et ça, c'est stylé. Voilà, vous pouvez charger. Ça a l'air un peu brouillon, ça d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt stylé parce que ça veut dire que par exemple, vous pouvez programmer ça pour changer de scène sur OBS avec l'application OBS MIDI, avec le plugin OBS MIDI. Donc vous pouvez écrire des profils qui vont stocker tous vos réglages et les piloter depuis ce truc-là. Et côté système, vous avez le type d'indicateur, que les bandes autour, soit elles clignotent en fonction de votre niveau, soit elles indiquent juste le niveau actuel de la tranche. Et vous pouvez booster à 2 niveaux différents la sortie casque. Donc c'est vraiment une machine puissante, intéressante, qu'on a sous le capot. Et que je recommanderais particulièrement pour les gens qui font du stream vraiment gaming, par exemple, du jeu, du FPS compétitif, etc. Non, j'ai plus de forfait de réglage. Voilà, le logiciel est puissant, mais un peu cradax.
Mais j'ai envie de dire, le plus de gens il y aura à utiliser, à fournir des retours, le plus le produit pourra avancer. Option suivante, la Mackie M-Caster qui a une ergonomie un petit peu bizarre. On est entre de la Rodecaster Pro et de la Go XLR parce que tout se règle depuis ce petit écran là. Vous n'avez qu'une seule arrivée USB et vous pouvez brancher toute une panoplie de choses. Un ordi, une entrée qui permet par exemple de connecter un second PC, entrée micro casque, entrée micro avec Alim Phantom 48 volts, autre entrée ligne TRS cette fois-ci qui permet de connecter un smartphone et de récupérer l'audio pour éventuellement streamer sur mobile, et prise, casque et enceinte et port d'alimentation. RGB et mixage qui se fait de manière physique où en fait là vous avez le niveau de sortie soit de votre micro, soit de votre micro casque, vous sélectionnez, soit de l'entrée ligne auxiliaire, soit de votre PC, soit d'un smartphone branché en physique, soit d'un smartphone branché en Bluetooth, le niveau de sortie du casque qui est ici, le niveau de sortie des enceintes qui est là, et ici vous réglez le traitement qui se fait par une espèce de petit pré-réglage en fait. Vous avez différents pré-réglages, ça permet juste de régler l'intensité, et ça permet de gérer l'intensité des effets de voix qui sont aussi sur des bases de pré-réglage. Ici vous pouvez lancer des samples, et toutes les options se règlent depuis ce truc là. C'est très pauvre en termes de mixage logiciel, pour ne pas dire que ça n'en a pas. Ça me fait vraiment penser à un truc qui servirait à la limite pour soit du micro-podcast, soit du RP, du GTA RP. Parce que les effets de voix sont très facilement pilotables et accessibles et les samples. Mais ça fait pas plus que ça. C'est très bizarrement foutu. Et ça fait effectivement un peu jouer. Donc voilà, je passe pas plus de temps là-dessus. Et en dernier lieu, on a les deux Taulades de chez M-Audio qui ont essayé de lancer un truc avec leur gamme M-Game. On a donc la M-Game Solo qui ressemble, qui fait clairement penser à une Go XLR en inspiration, avec à l'arrière entrée micro avec gain physique qui peut aussi être branché en mini jack, sortie enceinte, sortie principale, entrée auxiliaire, enfin sortie enceinte, sortie casque, qu'est-ce que je raconte, sortie enceinte ou sortie annexe et entrée auxiliaire, foot switch pour contrôler les effets de voix, USB, qui est un USB type B là, comme vous pourrez le constater ici, et une prise optique pour brancher une console et le bouton power qui est là. Bouton power, au moins la Go XLR propose pas ça. Et donc vous avez votre niveau de micro, le mute, le bouton de censure, le bouton pour changer, pour activer ou non les effets de voix, banque de samples, niveau de sortie casque, entrée console, chat vocal, PC et ou entrée auxiliaire et soundpad. C'est moche comme tout. C'est vraiment moche. Ça coûte 98 balles. Le traitement est limité au possible. C'est juste du rouge. Je vous remonte le logiciel parce que c'est risible, je trouve. Software. Voilà. Là, on a les effets de voix. Vous pouvez en choisir qu'un seul ou le mettre dans la sample bank. Vous avez la banque de samples. Et du côté du traitement, c'est tu boostes en plus du gain physique. Tu actives ou non l'afficheur matériel. Tu actives ou non l'alimentation fantôme. Et dans l'EQ, c'est grave, aigu, médium, avec bande, avec sélection de la fréquence, c'est tout. Le compresseur, c'est en %. Le noise gate, c'est juste le niveau de détection. Le DSR, c'est en % aussi. Le filtre coup bas, tu sélectionnes juste la fréquence. Les boutons mute, tu sélectionnes comment ils se comportent. La foot switch, tu sélectionnes ce qu'elle fait. Tu sélectionnes quelle est la source du game audio. Tu sélectionnes si le bouton swear, ça lance un effet sonore ou alors ça bip. Le routing, voilà à quoi ça ressemble. Bon, au moins ça c'est un peu correct. Tu peux faire, tu peux faire ton propre mixage pour la sortie casque au moins. Et voilà. C'est moche, c'est plastique, c'est kéké. Et ils ont fait encore plus kéké avec les RGB dual. Comme vous pourrez le constater, qui a donc le RGB, c'est dans le nom. Toujours la même chose, entrée micro. Plus de choix de samples et la possibilité de, attention, d'enclencher 2 effets de voix différents.
Et à l'arrière, ça pour le coup, c'est pas inintéressant, 2 USB. Un pour votre PC de jeu, un pour votre PC de stream. Et on reste sur la même formule. Personne n'en a vraiment acheté. Hein. Oh, c'est pas cher. Voilà. Dernière option, Razer, qui avait sorti, j'avais couvert en direct dans mes souvenirs. Quelque chose qui ressemblait peu ou prou à une copie de la Go XLR Mini. Hein. Avec 4 faders librement assignables, mais principalement assignables à de la piste virtuelle. Un bouton pour la censure, entrée optique, aller-retour ligne pour brancher un second PC ou des enceintes. Donc entrée combo XLR jack pour niveau ligne ou niveau micro. À l'avant, vous avez sortie casque et prise mini jack pour brancher un micro. Et donc vous faites votre gestion ici, soit physiquement, soit depuis cet outil-là, où vous pouvez gérer les niveaux en pourcent. Donc vous avez plusieurs arrivées comme vous pouvez le voir, plus logiciellement que physiquement, avec niveau micro, niveau du chat, niveau de la musique, niveau du jeu, niveau de l'entrée console, niveau de l'entrée ligne et niveau du système. Vous pouvez gérer le contenu, les niveaux, pour le mix d'écoute, le mix qui va vers le stream, le mix qui va vers la sortie ligne et le mix qui va vers le chat vocal. Donc on est vraiment sur la même chose que la Go XLR. Du côté du traitement, on a un noise gate avec niveau de détection, niveau de réduction, temps d'attaque, temps de relâchement, l'activation au nom de l'écoute au casque et de la quantité du pourcentage du niveau en gros. Un égaliseur micro, vous avez quelques pré-réglages ici et puis 3 bandes, un Showmore qui doit être une version plus complète et le compresseur avec des ajustements supplémentaires qui doit ressembler à ça. Ça se fait depuis Razer Synapse effectivement. Et du côté des effets de voix, on a un changeur de voix, écho reverb, changement de hauteur de voix et vocal fading qui isole ou qui réduit les voix détectées. Donc c'est basiquement pour faire du karaoké. Et donc tout ça, ça se commute ici. Et vous pouvez en faire des presets. 300 balles. Voilà, voilà. Que dire? Qu'on n'est pas dans la merde? Peut-être, on peut le dire. Oh, c'est pas vrai. Le Razer Kiyo Pro Ultra est juste une dinguerie que j'aimerais avoir entre mes mains. Ils font des bons produits quand ils sont bien réveillés. Après de la changer pour ma part, les alternatives ne me séduisent pas que ça. Pas plus que ça. Je suis bien d'accord avec toi et c'est là le cœur de ma frustration en fait. C'est le fait que c'est pauvre quoi en alternative. Franchement, le vent dans la gueule, c'est magnifique. C'est... Donc voilà, TC qui ont décidé d'avorter. C'est leur choix, hein, mais bon. Pour le coup, il y a toute la famille derrière qui trinque. Donc un peu relou. Des questions, des réactions avant que le stream prenne fin? Faut pas que toujours de mauvaises choses, mais il faut quand même avouer que pas mal de leurs produits sont bien trop chers parce que leur logo. Oui, sûrement. Après, une fois de plus, hein, les Blades sont des excellents PC portables. Donc ils ont pas mal d'options qui sont vraiment qualitatives. Aurais-je un jour une des alternatives que je vous ai citées entre les mains? Eh bien, tout dépendra de la sympathie des constructeurs le jour où je les contacte. Et ça, je n'ai pas trop la main là-dessus. Soyons francs. J'aimerais, hein, mais... Parlant de marque, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse de HubSpot qui m'avait pourtant dit « Oui, il n'y a pas de souci, on vous enverra une Tiny 2. » Et là, j'ai envoyé des mails, renvoyé des mails, renvoyé des mails. Ils font les morts. Ça m'emmerde un peu. Parce que j'aimerais bien tester leur webcam, quoi. Elle a vraiment l'air d'être une bonne machine.